je suis ravi vraiment, et je le remercie, Ivo d'être venu ce soir. En deux mots, Ivo Bonecca est probablement l'un de nos grands spécialistes, hein, je dis même pas au niveau national, au niveau international, hein, de la biosynthèse, du métabolisme, de la paroi bactérienne, et en particulier, on en a parlé X fois, du peptidoglycane. Il est directeur de recherche de première classe à l'INSERM. Il est responsable de l'unité de physiologie et génétique de la paroi bactérienne à l'Institut Pasteur. Il a été formé à l'école d'OIRH au Portugal, qui est vraiment un des temples depuis des années de la connaissance de la biochimie du peptidoglycane. Il a fait son postdoc ensuite dans la suite de tout ça au Rockefeller avec un des papes du peptidoglycane qui s'appelle Alexander Thomas. Et donc il est rentré en postdoc à l'Institut Pasteur avec Agnès Labigne, où il a travaillé sur Helicobacter pylori et a développé toute la problématique en fait qui était peu traitée à cette époque-là du peptidoglycane chez Helicobacter. Et donc actuellement, en gros, c'est moi qui vois les choses de ma petite fenêtre, il a deux grands axes de recherche. Un qui est vraiment, et c'est ce dont il va nous parler, la biochimie du peptidoglycane et sa génétique appliquée à la problématique de la résistance aux antibiotiques ou de la sensibilité aux antibiotiques. Et puis un autre qui s'est développé depuis quelques années maintenant, où on a eu l'occasion de collaborer d'ailleurs à plusieurs stades, qui est celui du rôle du peptidoglycane en tant que molécule bioréactive dans l'organisme et, disons, régulateur du système de l'immunité innée. Ça, tu viendras peut-être nous en parler une autre fois, mais il a vraiment deux axes là actuellement qui sont tout à fait passionnants. Et donc, là, je vais quand même, dans la suite de cette présentation sur la résistance aux antibiotiques, essayer de nous éclairer un petit peu sur pourquoi certains microbes restent sensibles aux antibiotiques et est-ce que ça ne pourrait pas servir un peu à s'appliquer à ceux qui deviennent résistants. Voilà, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup pour l'invitation de venir et présenter une partie des travaux qu'on fait dans le laboratoire. Donc, comme Philippe a dit, nous, on s'intéresse essentiellement à la paroi des bactéries, et notamment au peptidoglycane. Et donc, je vais vous présenter deux histoires sur deux espèces bactériennes qui, en fait, ne sont jamais devenues résistantes aux bêta-lactamines qui ciblent la paroi. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un peu illustrer ce que c'est la paroi. Donc ici, vous avez schématisé l'architecture de la paroi des bactéries, que ce soit bactéries à gram négatif. Donc la grosse différence entre les bactéries à gram négatif et gram positif, c'est que les grammes négatifs ont deux membranes, donc une membrane cytoplasmique, une membrane externe qui est décorée par l'ULPS que Martin a parlé tout à l'heure, et qui en chasse un espace que Philippe a mentionné tout à l'heure, qui est l'espace périplasmique, et qui n'est pas vide, et donc qui est rempli par cette structure qui s'appelle le peptidoglycane, qui est un polymère. Alors que les bactéries à gram positif, ils n'ont pas la membrane externe et ils ont une paroi très épaisse de multicouches de ce peptidoglycane. Donc, qu'est-ce que c'est ce peptidoglycane ? Au fait, le peptidoglycane est un hétéropolymère, donc c'est une molécule par bactérie, donc c'est la molécule la plus grande dans le monde bactérien. Chaque bactérie est recouverte par une molécule, donc de millions de Dalton en termes de masse, et qui en même temps, et donc son rôle principal c'est de donner une forme à la bactérie, de maintenir l'intégrité cellulaire. Donc sans le peptidoglycane, la bactérie elle perd sa forme, elle lyse, elle explose. Et en même temps que ça fonctionne finalement comme un exosquelette pour la bactérie, comme Martin a montré tout à l'heure, elle s'allonge et elle se divise. Donc cette structure macromoléculaire doit suivre la croissance de la bactérie. Donc elle doit s'allonger en même temps qu'elle maintient toujours la forme de la bactérie et elle doit suivre la division. Donc ceci implique que du nouveau matériel doit être inséré dans la structure existante pendant tout ce processus sans qu'il y ait un danger pour que les bactéries lisent. Et donc cette structure est essentielle pour les bactéries et donc c'est très important pour la physiologie des bactéries. Et ça c'est un exemple de forme de bactérie qui est altérée parce qu'il y a ce processus qui est perturbé. Donc ça c'est un mutant
d'enzymes qui sont impliqués dans le métabolisme de peptidoglycane. Et donc, au lieu d'avoir une forme bâtonnée, comme schématisé ici, cette bactérie qui est Helicobacter pylori, donc ça n'a pas du tout la forme hélicoïdale caractéristique de Helicobacter pylori, elle perd sa forme, là elle a une forme, je ne sais même plus quoi dire, c'est un X peut-être, quelque chose comme ça. Donc en dehors de ce rôle essentiel pour la bactérie, comme on a entendu, ce peptidoglycane est un composant majeur de la paroi qui est essentiel et une cible très intéressante de différentes classes d'antibiotiques. Donc la première qu'on a entendu parler, c'est les bêta-lactamines et la pénicilline G, aussi les glycopeptides, la vancomycine. Et il reste toujours d'actualité comme étant une extrême bonne cible thérapeutique pour le développement de nouveaux antibiotiques. Et une des raisons pour lesquelles c'est une très bonne cible, c'est que, contrairement à toutes les autres cibles dont on a entendu parler, c'est la seule qui est externe à la bactérie en général. Donc, c'est plus facile d'accès pour de nouvelles molécules. Et ce qui est intéressant avec cette paroi, pas seulement avec le peptidoglycane, mais en particulier avec le peptidoglycane, c'est que c'est une structure exclusive des bactéries. Ça n'existe pas dans le reste du monde vivant. Et donc, au fait, pendant l'évolution, les organismes eucaryotes, entre autres, ont développé des mécanismes pour détecter la présence des bactéries dans leur environnement parce qu'ils reconnaissent ces structures qui sont spécifiques des bactéries. Et donc, une de ces structures spécifiques qui a été utilisée pendant l'évolution par les eucaryotes pour détecter des bactéries dans leur environnement, c'est le peptidoglycane. Et donc, c'est ce que Philippe a mentionné, et qui est utilisé dans la communication entre les bactéries et, par exemple, son hôte. Donc, moi, je vais aujourd'hui parler essentiellement de la résistance aux antibiotiques ou l'absence de résistance sur deux bactéries, donc Neisseria meningitidis et après, dans un deuxième temps, sur Helicobacter pylori. Néanmoins, vous verrez qu'au fait, s'il n'y a pas de résistance, c'est parce que, au fait, pour la bactérie, nous, on est intéressé par ces aspects, mais au fait, pour la bactérie, tout est la même chose, c'est tout intégré. Donc le peptidoglycane, c'est une seule structure qui est essentielle à la bactérie. Et donc, quand on touche, par exemple, au mécanisme de résistance, il peut y avoir comme conséquence, c'est que ça affecte la physiologie bactérienne pour devenir résistant ou son interaction avec l'hôte. Et on va voir deux cas de figure où c'est ce cas. Donc le premier exemple que je vais vous présenter, c'est Neisseria meningitidis, qui, même si c'est considéré comme un pathogène qui a des conséquences graves pour l'homme, en réalité, c'est essentiellement un commensal du nasopharynx. C'est une bactérie qui vit très bien avec nous depuis qu'on est homme, parce que c'est spécifique de l'homme, on ne le retrouve nulle part ailleurs, c'est une niche spécifique. Et qui colonise le nasopharynx, et c'est qu'un opportuniste, c'est-à-dire qu'il devient pathogène que dans certaines circonstances. Et dans ce cas de figure, par contre, la conséquence peut être létale. Il est responsable de septicémie et de méningite qui peuvent être létales. Et donc, un des traitements par excellence des infections invasives à Neisseria meningitidis, c'est le traitement par les bêta-lactamines, et notamment la pénicilline G. Et donc, pour revenir au mécanisme de résistance aux bêta-lactamines, dans le cas d'une bactérie à gram négatif, qui est le cas de Neisseria meningitidis, donc il y a deux membranes. Et donc, les bêta-lactamines, les mécanismes de résistance aux bêta-lactamines, il y en a essentiellement trois. Il y a soit, on a entendu parler, les bêta-lactamases qui hydrolysent l'antibiotique et donc qui le rend inefficace. Les systèmes de perméabilité ou d'efflux, donc qui ne permettent pas l'antibiotique de se maintenir dans l'espace périplasmique où il y a ces cibles qui sont, Philippe il en a mentionné, c'est les penicillin binding proteins, donc les protéines liant la pénicilline, qui sont celles responsables de la polymérisation du nouveau matériel dans le peptidoglycane. Donc en général, les bactéries en ont plusieurs et pas une seule. Le rôle est tellement important pour les bactéries qu'en général, elles ont un complément de plusieurs PBP qui font l'assemblage de cette structure. Et le dernier mécanisme, au fait, c'est des mécanismes de mutation de la cible elle-même qui n'inactivent pas sa fonction d'assemblage de la paroi, mais qui le rendent insensible à l'antibiotique. Okay. Et donc,
ce qui est intéressant, c'est que pour la méningite 10, en fait, il n'y a pas vraiment de résistance. Il y a eu l'émergence de souches qu'on appelle de sensibilité réduite, c'est-à-dire qu'une CMI qui est comprise entre 0,125 et 1 microgramme de pénicilline G par millilitre, donc c'est une augmentation de la CMI, mais qui n'aboutit pas à un échec thérapeutique. Il suffit d'augmenter la quantité de pénicilline qui est donnée au patient qui a une infection au méningocoque et on est capable de le guérir. Et néanmoins, ces souches, elles sont apparues pour la première fois en Espagne en 1985, en 1994 en France, et ça c'est des données du centre de référence des méningocoques ici en France, avec une stabilisation depuis autour des 30%, 30-35% des souches cliniques qui apparaissent en clinique, qui sont de sensibilité réduite en France, mais il n'y a pas de résistance. La résistance étant définie comme étant supérieure à 1 microgramme par millilitre. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de résistance. Et le plus intéressant dans toute cette histoire, c'est que le méningocoque, au fait, est très proche d'une autre espèce des Neisseria, qui est le gonocoque, donc responsable de la gonorrhée. C'est des deux espèces qui sont, on pourrait appeler frères, parce qu'elles ont émergé l'une de l'autre il y a à peu près 20 000 ans. Donc c'est assez récent dans l'évolution. Néanmoins, le gonocoque est devenu complètement résistant à la pénicilline G, alors que le méningocoque ne l'est pas. Et en termes de compléments de gènes impliqués dans le métabolisme du peptidoglycane, et notamment les PBP, sont exactement les mêmes. Donc ça nous a beaucoup interpellés, essayer de comprendre pourquoi deux espèces qui sont si proches, une est devenue résistante et l'autre pas. Et donc ici, c'est une étude de typage des souches qui sont retrouvées en clinique des méningocoques. Donc soit des souches qui sont sensibles, complètement sensibles, ou ce qu'on appelle de sensibilité réduite, qu'on appelle PEN-I. Et ça, c'est en termes de distance génétique des différentes souches. Vous voyez qu'au fait, les souches, elles se regroupent par affinité en termes génétiques, mais il n'y a pas d'expansion, comme Philippe tout à l'heure a mentionné, qu'à un certain moment, une espèce qui a réussi à trouver la parade contre les antibiotiques, en général, il y a une expansion très rapide de certains clones d'une espèce qui vont submerger tous les autres clones existants. Dans le cas de l'méningocoque, on ne voit pas ça du tout. On voit que les souches qui sont de sensibilité réduite, elles sont très apparentées à des souches sensibles. Il n'y a pas expansion d'un clone très efficace qui est devenu de sensibilité réduite. Par contre, quand on regarde en termes de contenu génétique de l'allèle qui confère cette diminution de sensibilité, alors que dans toutes les souches sensibles, c'est en général le même gène, c'est exactement la même séquence. Dans les souches PENI, il y a une très grande diversité. Et là, ce que ça suggère, c'est qu'au fait, chaque souche émerge pour une première fois et dans un certain patient, mais n'est pas capable de se propager dans la population. Okay, et donc, on s'est posé la question, pourquoi? Donc, malgré le fait que plusieurs variants du même gène sont retrouvés associés à ces souches de sensibilité réduite, elles ont tout en commun, en fait, elles codent pour une de ces PBP. Donc, chez le méningocoque, la diminution de la sensibilité à la pénicilline G est codée par des mutations dans une des PBP, qui est la PBP2, et pas par l'acquisition de bêta-lactamase ou des mécanismes d'efflux. Et ça, on ne comprend toujours pas pourquoi ces deux autres mécanismes n'émergent pas non plus. Néanmoins, même si c'est des variants tous différents, ils ont tous en commun ces 8 mutations. Et ces 8 mutations se regroupent dans le domaine qui fixe la pénicilline, en fait. Ce domaine-là, qui est appelé le domaine Penicillin Binding Domain, et ils se regroupent tous là. Et c'est toujours ces mutations qui ont en commun entre tous les variants qui sont retrouvés. Donc on s'est posé la question, okay, quelles sont les conséquences en termes de métabolisme du peptidoglycane de ces 8 mutations si on les réintroduit dans une souche qui est sensible, okay, par mutagénèse. Et donc, ce qu'on fait bien dans le laboratoire, c'est qu'on isole la structure, le peptidoglycane, et on analyse la structure fine de ce peptidoglycane.
Et donc on retrouve au fait, les briques qui ont été utilisées pour l'assemblage du peptidoglycane, on peut les séparer une par chromatographie. Donc ça, c'est toute la diversité des briques qui sont utilisées pour assembler ce peptidoglycane qu'on peut analyser par chromatographie et par spectrométrie de masse. Après, on peut identifier la structure exacte de chacune. Okay. Et donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les souches de sensibilité réduite, on avait toutes les structures qui portaient ce variant de briques. C'est au fait 2 sucres avec 5 acides aminés accrochés. Okay, et la diminution de tous ceux qui en fait, portent les 2 sucres et 4 acides aminés. Okay, et ça, c'est ce qui est utilisé pour l'assemblage de la paroi. Et celui-là, c'est un marqueur de maturation de la paroi du peptidoglycane par des enzymes de la bactérie. Et ce qui est intéressant, ce que je veux attirer l'attention, c'est qu'au fait, cette structure-là, mais pas celle-là, est une de ces molécules qui est utilisée par les bactéries et l'hôte pour communiquer. Okay, donc cette structure-là a une activité biologique chez l'hôte, alors que celle-là, elle n'a aucune activité. Donc elle peut être retrouvée chez l'hôte, mais il n'y a pas de reconnaissance de cette structure par l'hôte. Et cette reconnaissance est faite par 2 molécules du système immunitaire inné. Donc il y a de ces fragments, il y a une qui est appelée node 1, qui est schématisée ici, qui est surtout retrouvée dans des cellules épithéliales, qui sont en général les premières cellules qui rentrent en contact avec des bactéries. Et dans ce cas, c'est dans sa niche, le Neisseria meningitidis est tout le temps en contact avec des cellules épithéliales. Et l'autre, c'est la protéine node 2 qui est assez semblable. Et ça, c'est du travail qu'on a fait en collaboration, donc Philippe mentionnait tout à l'heure, où on a travaillé ensemble, qui est plutôt exprimé dans les cellules du système immunitaire. Okay, et donc, ce que ces 2 molécules du système immunitaire font, c'est que node 2 reconnaît ce petit fragment du peptidoglycane, qui est un sucre avec 2 acides aminés. Donc c'est une de ces briques du peptidoglycane, alors que node 1, il reconnaît d'autres briques, donc c'est le même sucre, mais avec 3 acides aminés, ou 4. Okay, et c'est celui-là, cette brique-là, qui diminue dans les souches de sensibilité réduite. Donc on a voulu d'abord voir est-ce que ces mutations associées à la diminution de la sensibilité à la pénicilline avaient un impact sur la viabilité de la bactérie seulement dans le laboratoire, si on le fait pousser dans le laboratoire. Mais quand on le fait pousser dans le laboratoire, on n'a vu aucun impact de ces mutations dans la PBP2. Elle pousse aussi bien que la souche sauvage, elle a exactement la même forme, donc il n'y a rien de différent. Par contre, quand on commence à se poser la question, comme Martin vous a montré pour Zappeux, ce qui se passe dans un modèle, soit cellulaire, soit un modèle animal, on commence à voir des différences entre les 2 souches. Et donc ici, c'est un modèle d'infection cellulaire dans le laboratoire où on fait l'infection de cellules épithéliales, donc celles qui voient le méningocoque en premier, avec les souches sauvages ou la souche de sensibilité réduite, et on voit comment la cellule épithéliale réagit à la présence de la bactérie. Et ici, on suit des médiateurs du système immunitaire, donc des cytokines, le TNF-alpha ou l'IL-8. Et vous voyez que seulement la colonisation de ces cellules épithéliales par la souche sauvage induit une réponse inflammatoire par la cellule épithéliale et pas la souche de sensibilité réduite. Et ça peut être complètement reproduit en utilisant simplement le peptidoglycane purifié de ces souches. Donc si on donne le peptidoglycane de la souche de sensibilité sensible à ces cellules épithéliales et elles répondent, si on donne celle de la souche de sensibilité réduite à la pénicilline G, elles ne répondent pas. Donc ces cellules épithéliales, au fait, elles ne voient pas ce peptidoglycane de ces souches de sensibilité réduite, contrairement à celles des souches sensibles. Et ça, on peut montrer que c'est spécifique au fait, à la capacité à ce récepteur que je vous ai parlé, du système immunitaire node 1. Donc si on bloque l'action de node 1, maintenant on bloque l'effet biologique de ce peptidoglycane du méningocoque. Donc à nouveau ici, avec la production de la cytokine IL-8, si on bloque
node 1, on bloque spécifiquement la reconnaissance du peptidoglycan du méningocoque. Ici, comme contrôle, on a utilisé le LPS. On bloque le récepteur du LPS, on bloque la reconnaissance du LPS. Donc ça suggérait qu'au fait, ces souches de sensibilité réduite avaient une capacité moindre à induire une réponse chez l'hôte. Mais ça, c'était du cellulaire, donc on a voulu passer dans un modèle animal, un modèle d'infection. Le problème avec le méningocoque, d'ailleurs, ça sera aussi le cas de Helicobacter pylori, c'est qu'au fait, c'est une bactérie qui a comme niche spécifique l'homme. Il n'y a pas d'autres endroits sur Terre où ils peuvent survivre. Donc c'est très difficile d'étudier leur mode de vie dans d'autres modèles animaux. Et donc, au fait, on a dû mettre au point un modèle animal pour étudier la virulence du méningocoque. Et ça a été fait par l'équipe de Mohamed Taha et Jean-Michel Alonso, qui était encore à l'époque à l'Institut Pasteur, basé sur des données épidémiologiques qui montrent que les maladies invasives à méningocoque suivent toujours un pic de maladies similaires à la grippe. Donc d'abord, il y a un épisode de grippe ou de symptômes comme la grippe, et entre 2 et 3 semaines plus tard, il y a un pic d'infection au méningocoque. Et donc, du coup, ils se sont posé la question, est-ce qu'on pouvait mimer au fait, ce genre de cycle épidémiologique dans un modèle animal? Et ils ont pour ça adapté une souche de groupe A, de type A, de virus de la grippe à un modèle murin, donc infection d'une souris avec des doses sublétales de ce virus. On a réplication du virus dans le poumon, mais la souris est capable de se guérir de l'infection. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que 7 jours après la première infection avec le virus, la souris devient sensible à une superinfection avec le méningocoque. Donc on mime un peu ce qui se passe chez l'homme, mais c'est un tout petit peu raccourci chez la souris, c'est 7 jours au lieu de 2 semaines. Et donc on a utilisé ce modèle pour essayer d'étudier, et donc cette superinfection aboutit à une pneumonie et à une septicémie due au méningocoque chez la souris, alors que normalement la souris n'est pas sensible du tout. Et donc on montre ici, au fait, en utilisant ce modèle, que la souche sauvage est capable de coloniser les poumons, et ça c'est un modèle aigu comme chez l'homme. Donc il colonise le poumon, il est capable de passer dans le sang et à persister dans le sang, alors que les souches de sensibilité réduite sont moins capables de coloniser, d'induire une pneumonie. Et ça, c'est des échelles log, donc il y a un facteur 100 presque entre les deux, et éliminer très rapidement du sang. Donc, et ceci est corrélé avec une moindre capacité, au fait, à la souche de sensibilité réduite à induire une inflammation, à une destruction du poumon. Et donc, comme on faisait le pari que, au fait, ça c'était dû à la paroi qui avait été modifiée dû à la résistance, au mécanisme de réduction de la sensibilité à la pénicilline, on s'est posé la question, est-ce que ça c'était dû à ce récepteur de l'immunité innée qui est node 1? Et effectivement, maintenant, si on fait les mêmes expériences, mais en absence de la protéine node 1 dans la souris, maintenant les deux souches se comportent exactement de la même façon, en montrant qu'au fait, c'est ce dialogue entre la bactérie et l'hôte, qui dans ce cas est délétère pour l'hôte, okay, qui est exploité par la bactérie pour induire une maladie, qui est responsable de cette différence entre les souches sauvages et les souches de sensibilité réduite. Et on peut voir là, illustré, ça c'est des poumons de souris non infectés, donc qui ont vu que le virus de la grippe et qui ont déjà résolu l'infection. Après la surinfection avec le méningocoque de sensibilité sensible, vous voyez qu'il y a une pneumonie et voire une très grande hémorragie. C'est presque quand on regarde ces poumons, on a presque l'impression de voir un foie plutôt qu'un poumon. Alors que la souche de sensibilité réduite, elle se comporte presque comme le contrôle. Et ça, c'est node 1 dépendant, puisque maintenant, si on enlève node 1, maintenant, ils se comportent tous les deux de la même façon. Alors, pourquoi maintenant, dans ce cas, la souche de sensibilité réduite est si délétère et pas la souche de sensibilité, la souche sensible est délétère et pas de la souche de sensibilité réduite? En fait, on a commencé à regarder quel genre de conséquences il y avait dans les poumons de ces souris.
et notamment en faisant des lavages broncho-alvéolaires pour voir quel genre de cellules du système immunitaire sont recrutées et qui vont induire cette inflammation, on s'est rendu compte qu'au fait, la souche Penny était moins capable de recruter des cellules inflammatoires infiltrantes dans le tissu, dans le lavage broncho-alvéolaire. Et notamment, la grosse différence, c'est qu'il y avait beaucoup moins de neutrophiles qui étaient recrutés, ce qu'on montre ici par cytométrie de flux. Donc, avec les cellules qui sont recrutées et dans le lavage broncho-alvéolaire, dans cette région de l'analyse, on voit qu'il n'y a que les granulocytes et que la souche Penny recrute beaucoup moins que la souche PNS, et ceci est node 1 dépendant. Donc le rôle de node 1, en détectant la présence de la bactérie, qui est la bactérie dans ce cas exploite à son avantage, c'est de recruter massivement des neutrophiles, et ce neutrophile qui, au lieu de aider à résoudre l'infection, au fait, deviennent délétères pour l'hôte et favorisent la dissémination de la bactérie de façon systémique après. Et ouais, ça, c'est exactement la même réponse, vue d'une autre façon. Donc, au fait, ce qu'on montre, c'est que les penny ont une diminution de cette structure-là qui est reconnue par le système immunitaire inné. Sauf qu'il y a un problème avec ce modèle-là, c'est que, comme je vous disais, c'est que, au fait, le méningocoque, c'est une bactérie exclusive de l'homme, et que chez l'homme, cette protéine-là, node 1, elle reconnaît mieux cette structure-là plutôt que celle-là. Et au fait, on voyait essentiellement des modifications au niveau de celle-là. Donc, au fait, pour être sûr que ce qu'on voyait dans le modèle animal pouvait être corrélé à ce qui se passe chez l'homme, on a voulu remplacer la version murine de node 1 par la version humaine et se demander maintenant si on a une version humaine chez la souris au lieu de celle d'origine, est-ce qu'on a toujours la même chose? Donc on a remplacé la version murine de node 1 par la version humaine, donc c'est des souris transgéniques, et on a d'abord confirmé que le transgène était fonctionnel, exprimé, et ça on voit qu'il est exprimé, et notamment un des tissus où il est le plus exprimé, c'est notamment dans le poumon. Qu'il est fonctionnel, c'est-à-dire que quand on donne maintenant la version la plus petite, qui est son ligand, la version humaine, il réagit en termes de production de cytokines dans le sang. Et ça, c'est le ligand de node 2. Il n'y a pas de différence entre ces deux souris là pour node 2, donc ils répondent de la même façon. Mais là, il y a la version humaine ou pas du tout de node 1, et on voit que maintenant, il réagit. Et donc, on a fait exactement la même chose que tout à l'heure avec des souris normales, avec les transgéniques, et on voit que, effectivement, même dans les transgéniques qui ont le node 1 humain, on a cette différence entre les souches de sensibilité réduite qui sont moins virulentes. Et on peut voir à nouveau ici, au niveau des poumons, elles sont beaucoup plus hémorragiques à nouveau, avec la souche sensibilité sensible que la sensibilité réduite. Donc ça suggère que ce qu'on voyait dans le modèle animal, probablement a aussi lieu chez l'homme. Et donc, finalement, tout ça, ça a été néanmoins fait avec des souches de laboratoire. Donc, on a voulu savoir est-ce que c'était vrai aussi avec des souches cliniques. Donc, on a testé le même modèle animal, mais avec des souches qui venaient justement de la clinique, des souches fraîches, et notamment des souches d'un nouveau complexe clonal ST11 qui est très virulent de nos jours en France et pas seulement en France, mais qui est très récent, et donc les souches, elles se ressemblent toutes beaucoup, parce qu'elles ont émergé très récemment, et on a fait exactement le même modèle animal avec des souches cliniques, et en fonction de leur sensibilité à la pénicilline. Et donc ici, que ce soit à 3 heures ou à 24 heures, vous voyez que les souches de sensibilité réduite, au fait, elles ont beaucoup plus de difficultés à induire une pneumonie, ce qui suggère que c'est vrai pour les souches, ce qu'on voyait dans des souches de laboratoire est aussi apparemment vrai pour des souches cliniques. C'est-à-dire, dès qu'on commence à augmenter la CMI à la pénicilline G, il y a comme conséquence, c'est qu'il y a une perte de virulence du méningocoque, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas expansion de ces souches de sensibilité réduite. C'est qu'elles sont contre-sélectionnées parce qu'elles deviennent plus invasives. Okay. Donc ça, c'est un exemple qui pourrait expliquer pourquoi la résistance aux antibiotiques ne
n'évolue pas chez une espèce comme le méningocoque, parce qu'il y a une conséquence sur la physiologie de la bactérie, notamment sa capacité à induire une virulence chez l'hôte. Donc l'autre exemple dont je vais vous parler, c'est Helicobacter pylori. Et donc Helicobacter pylori est à nouveau un pathogène spécifique de l'homme qui colonise exclusivement la muqueuse gastrique, donc notre estomac, et qui est toujours en primo-infection, donc dès qu'il arrive un hôte qui ne l'a jamais vu, induit une gastrite aiguë, mais qui, au bout de 2-3 jours, disparaît et devient en général une gastrite asymptomatique. Donc le tissu, il y a toujours une inflammation, mais on n'a pas de symptômes. Okay. Et donc, soit la bactérie est capable de coloniser tout l'estomac, donc c'est ce qu'on appelle une gastrite antrale, mais qui va rester le plus souvent asymptomatique. Excusez-moi, soit elle colonise tout et donc c'est une pangastrite, c'est tout l'estomac, soit c'est une colonisation exclusive de l'antre, donc la partie basse de l'estomac, et donc c'est ce qu'on appelle une gastrite antrale. Et la différence de colonisation de l'estomac est due à des facteurs de l'hôte, pas à la bactérie elle-même. En général, c'est en fonction de la personne qui est infectée. Soit elle va avoir une colonisation de tout l'estomac, soit que de la partie antrale. Okay. Et le problème avec Helicobacter pylori, même si 80% des personnes vont être asymptomatiques, c'est que c'est une infection qui persiste toute notre vie si on ne la traite pas. Okay. Et malheureusement, dans 20% des cas, soit elle va évoluer vers des pathologies sévères. Et donc, dans 9% des personnes qui sont porteurs de Helicobacter pylori vont développer un ulcère duodénal. Et ça, c'est exclusivement pour les personnes qui sont colonisées au niveau antral. Okay. Donc, des personnes qui ont une pangastrite peuvent avoir un ulcère, mais ce n'est pas un ulcère duodénal. Et c'est 9% des cas. Dans ceux qui ont une pangastrite, dans 1% des cas, donc globalement 1% des cas des personnes qui portent Helicobacter pylori vont évoluer vers un ulcère gastrique. Et plus rarement, mais de façon significative, au lieu d'évoluer vers un ulcère gastrique, les pangastrites peuvent évoluer vers une atrophie gastrique et vers un adénocarcinome qui va être létal, et très souvent létal parce qu'il est très souvent asymptomatique jusqu'à très tard dans l'évolution, et donc quand il est pris et diagnostiqué, c'est déjà trop tard. C'est donc difficile à traiter. Ce qui est intéressant, c'est que au fait, c'est exclusif. Quelqu'un qui a une colonisation antrale par Helicobacter pylori ne va jamais évoluer vers un adénocarcinome. Okay. Et inversement, quelqu'un qui a une pangastrite, en général, n'aura jamais un ulcère duodénal. Okay. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans 0,3% des cas, il y a aussi lymphome de Malte qui évolue. Et c'est le seul cancer qui peut être guéri avec des traitements antibiotiques connus jusqu'à présent, si c'est pris suffisamment tôt. Donc, si on éradique l'infection, le lymphome régresse complètement. Okay. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Helicobacter pylori, au fait, dans le laboratoire, il est très sensible à beaucoup d'antibiotiques. Malheureusement, sa niche rend le traitement assez compliqué parce qu'il y a peu d'antibiotiques qui sont actifs dans l'estomac. Okay. Et donc, en général, le traitement, au lieu d'être une monothérapie, un seul antibiotique, c'est une association d'antibiotiques avec des inhibiteurs de pompe à protons, ce qui permet d'augmenter le pH, donc diminuer l'acidité de l'estomac et rendre les antibiotiques plus efficaces dans cette niche. Okay. Et donc, il y a toujours une association d'inhibiteurs pompe à protons pour diminuer l'acidité et deux antibiotiques. Classiquement, c'est une association entre la clarithromycine, le métronidazole ou l'amoxicilline. Et alors, le problème avec ces traitements, c'est qu'il y a une émergence, depuis une dizaine d'années, de résistance à la clarithromycine qui a dépassé ces dernières années les 20%, donc ce qui aboutit à beaucoup d'échecs thérapeutiques, et également pour le métronidazole, même s'il y a moins de corrélation entre la résistance et l'échec thérapeutique. Ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'il y a beaucoup de résistance à la clarithromycine et le métronidazole, il n'y a presque pas de résistance à l'amoxicilline. Et l'amoxicilline, c'est une bêta-lactamine, donc c'est proche de la pénicilline G. Donc c'est un cas comme le méningocoque ou l'autre
dont Philippe a mentionné tout à l'heure, c'est Pyogenes, qui est responsable des infections aussi. Les angines. J'avais le nom en anglais et pas en français. Les angines. Donc c'est un autre cas où il n'y a pas de résistance au bêta-lactamine. Et donc on s'est posé la question, pourquoi il n'y a pas de résistance à l'amoxicilline dans ce cas, alors qu'il y a de la résistance à la clarithromycine ou au métronidazole. Donc pour ça, on a voulu évaluer le degré de polymorphisme des cibles de l'amoxicilline chez Helicobacter pylori. Et pourquoi ça? Contrairement à d'autres espèces, Helicobacter pylori a une particularité, c'est que c'est l'espèce où son génome mute le plus dans le monde bactérien. C'est-à-dire qu'un coli ou une autre entérobactérie, par rapport au taux de mutation d'un coli, pylori, il mute 1000 fois plus. Donc il y a un très grand polymorphisme dans sa séquence d'ADN. Okay. Ce qui a comme conséquence, c'est que chaque souche a une séquence unique. Et ce qui rend très difficile d'identifier des mutations qui sont associées à la résistance. Donc pour anticiper la résistance, ce qu'il fallait avoir avant, c'est la diversité naturelle des séquences, des cibles de l'amoxicilline, donc les PBP. Et donc Helicobacter pylori, on en a 3 PBP, et donc on s'est intéressé à ça. Alors la particularité qu'on a choisie, c'est au fait, on a choisi pour étudier la diversité naturelle des cibles de l'amoxicilline chez Helicobacter pylori la population portugaise parce qu'au fait, au Portugal, il y a un très fort taux d'incidence. 70% des Portugais portent Helicobacter pylori et qu'au même temps, c'est une population assez homogène. C'est 99%, c'est des Caucasiens, tous venant du même pays. Il n'y a pas beaucoup de mélange pour l'instant. Et l'autre particularité, c'est que pendant longtemps, comme beaucoup de pays dans le sud de l'Europe, on pouvait acheter des antibiotiques sans prescription. Et il y avait un très fort taux d'automédication, et notamment avec les bêta-lactamines et l'amoxicilline, surtout chez les enfants, où les parents ne voulaient pas rester à la maison, en général ne veulent pas rester à la maison avec un gamin qui a un rhume ou quelque chose qui est un peu malade, et donc ils lui donnent automatiquement des antibiotiques et le mettent tout de suite à la crèche pour qu'il puisse aller travailler, au lieu de perdre un jour de travail. Et donc, du coup, on s'est dit que la population pédiatrique serait à un très fort risque de développer de la résistance à l'amoxicilline, parce que c'est le traitement empirique qui est en général utilisé chez Helicobacter pylori, parce qu'il y a un très fort taux, donc la probabilité des enfants d'être infectés est très forte, et en plus, ils sont exposés très souvent au traitement aux antibiotiques. Donc, on s'est dit, on va comparer une population, une population adulte et une population pédiatrique et voir est-ce que chez les enfants, maintenant, il y a un très fort risque de développer une résistance aux antibiotiques, à l'amoxicilline. Donc, comme je vous disais, Helicobacter pylori, il y a 3 PBP, et que 3, et rien d'autre. Il n'y a pas d'autres PBP. Et donc, on a pris une cohorte de 104 patients, donc moitié adultes et moitié pédiatriques, et on a testé la sensibilité à l'amoxicilline à tous ces souches-là de Helicobacter pylori. Et de façon surprenante, que ce soit des adultes ou des enfants, malgré le très forte exposition à l'amoxicilline, il n'y a pas de résistance du tout. Et ça concordait avec des données qui venaient déjà d'autres régions du monde, que la résistance à l'amoxicilline, même s'il y a beaucoup de traitements à l'amoxicilline, utilisés surtout chez l'enfant pour des angines notamment, il n'y a pas de résistance qui émerge. Donc ça, c'est assez surprenant. Donc après, on a voulu voir quelle est la diversité. Bon, il n'y a pas de résistance, bon, très bien, tant mieux, mais essayons d'anticiper. Donc on a voulu savoir quelle était la diversité des gènes codants pour ces 3 PBP. Donc on les a amplifiés, les gènes, et on a regardé la diversité de ces gènes par différentes techniques. Ici, c'est de la RFLP, donc on coupe cet ADN et on voit la diversité des fragments. Et on s'est rendu compte qu'au fait,
contrairement à ces deux gènes qui avaient un polymorphisme un peu plus faible, c'était le PBP1 qui avait le polymorphisme le plus élevé. Et donc, ce qui était assez surprenant, parce que la cible majeure de l'amoxicilline, c'est la PBP2, ce n'est pas la 1. Donc, on s'attendait à avoir plus de polymorphisme au niveau de la 2 s'il y avait une présélection, mais c'était la 1. Et donc, on a pris des exemples de chacun de souches où on a séquencé, au lieu de faire que du polymorphisme, on a séquencé. Et donc ça, c'est au niveau de la protéine, de l'acide aminé 1 jusqu'au dernier de chacune. Et on a placé pour les différentes souches où on retrouvait ces mutations. Okay. Et donc là, avec le code couleur, quand c'est... ils ne correspondent plus. Ah, dommage. Enfin bref. Les oranges, qui devraient être jaunes en fait, toutes les positions oranges, c'est des mutations qui étaient souches spécifiques. C'est-à-dire qu'on voyait très souvent une souche qui avait une mutation, deux mutations, et on le retrouvait nulle part ailleurs. Ce qui était beaucoup moins le cas pour la PBP2 ou la 3, où c'était des mutations qui étaient retrouvées dans la moitié d'une souche, des souches, et après une autre mutation dans l'autre moitié des souches. Ce qui voulait suggérer qu'il y avait une très forte pression de sélection dans la population d'Helicobacter pylori pour qu'il y ait des mutations dans la PBP1, et notamment dans cette région-là, qui est la région qui fixe les antibiotiques. Okay. Et même s'il n'y a pas vraiment de résistance, il y a eu quelques souches décrites, une souche en Hollande et 2 ou 3 souches en Corée qui ont été vraiment décrites comme étant résistantes. Donc on a voulu identifier ces mutations qui avaient été décrites dans notre population. Et on ne les a jamais trouvées. Et elles sont différentes de toutes les mutations que nous on retrouve. Néanmoins, ces mutations, vous voyez en rouge, elles se retrouvent quand même dans le domaine de fixation à la pénicilline. Donc on a voulu savoir, est-ce que c'est vrai, ce qu'eux ils décrivent, ou pas. Et donc on a voulu introduire dans une souche, comme on a fait pour le méningocoque, dans une souche sensible, ces mutations, une par une, et demander est-ce qu'elles sont vraiment impliquées dans la résistance ou pas. Donc pour cela, ce qu'on fait, en général, c'est qu'on a cloné le fragment d'ADN qui code pour le gène de la PBP1, et on a introduit par mutagénèse chacune de ces mutations dans ce gène. Okay. Et après, on l'a mis en amont de ce gène une autre cassette de résistance à la canémycine. L'avantage de faire ça, c'est qu'au lieu de sélectionner pour l'antibiotique qu'on veut savoir s'il est résistant ou pas, on sélectionne pour la canémycine, la résistance à la canémycine, l'entrée de cet ADN chez Helicobacter pylori par recombinaison. Okay. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne pour la résistance à la canémycine, et donc Helicobacter pylori il va recombiner cet ADN qu'on donne à la bactérie. C'est une espèce qui est capable de prendre de l'ADN de son environnement et l'intégrer dans son génome, et il va remplacer la copie qui est sur le chromosome par celle qu'on leur a donnée. Okay. Sauf que l'avantage de mettre la sélection sur une cassette de résistance à la canémycine, c'est qu'on ne demande pas à la bactérie de devenir résistante à l'amoxicilline. On demande ça après. Donc une fois qu'on a introduit ces mutations, maintenant on l'expose à l'amoxicilline et on demande est-ce qu'il est vraiment résistant à l'amoxicilline ou pas. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a beau mettre ces mutations qui ont été décrites dans la littérature, mais pas forcément associées à la résistance, mais finalement, elles ne confèrent pas vraiment de résistance. Donc, on ne comprend toujours pas comment ces quelques souches sont devenues vraiment résistantes à l'amoxicilline. Mais elles augmentent la sensibilité, elles diminuent la sensibilité à l'amoxicilline, comme chez le méningocoque, mais elles ne confèrent pas de résistance. Et il y a 2 de ces mutations, d'ailleurs, qu'on est incapable de les introduire dans une souche sensible. Donc on ne comprend pas très bien non plus ça, pourquoi. Mais clairement, il y a un coût très fort biologique d'introduire ces mutations, ces 2 mutations, chez Helicobacter pylori sensible. Et comme contrôle, pour une mutation qu'on savait qu'on ne pourrait jamais mettre, c'est le résidu catalytique qui est responsable de l'activité de synthèse de la paroi. Et donc on a introduit, et donc on a vu qu'au fait, il y avait ces 2 mutations qui augmentaient un peu la CMI à 0,094. Donc on s'est posé la question, finalement, si c'est très difficile d'obtenir la résistance et de les introduire chez Helicobacter pylori, c'est que peut-être ça a un fort impact dans sa capacité à coloniser sa niche. Et effectivement, c'est le cas.
Alors ça, c'est de la colonisation dans l'estomac. Donc si on fait une souche qui est mutée avec ces deux mutations-là, qui augmentent un tout petit peu, tout seul, il est capable très bien de coloniser sa niche, l'estomac. Il n'y a aucun problème. Par contre, si on le met en compétition avec une souche qui est sensible, donc celle d'origine, maintenant la souche sensible est capable d'éliminer les souches résistantes. Okay, et ce qui explique probablement pourquoi on a très peu de résistance, c'est que même s'ils sont capables de devenir un tout petit peu résistants, en fait, très rapidement, ils vont être éliminés par des souches qui sont sensibles dès que l'antibiotique disparaît. Et donc, ce que nos données suggèrent, c'est qu'il y a une très forte pression de sélection, probablement des bêta-lactamines, chez Helicobacter pylori, notamment sur la PBP1. C'est pour ça qu'on a très fort polymorphisme. Ces polymorphismes uniques qu'on trouve, c'est probablement en fait des fossiles de la résistance aux antibiotiques, à l'amoxicilline. C'est que la pression de sélection fait que la bactérie a besoin de devenir résistante. Donc elle essaye de muter sa PBP1 pour devenir résistante, mais dès que l'antibiotique disparaît, ces mutations ont un désavantage et donc ça réverte. Donc il y a les mutations qui sont désavantageuses pour la bactérie disparaissent de la population, mais celles qui n'avaient aucune conséquence pour la bactérie restent. Il n'y a aucune raison qu'elle retourne à celle d'origine. Okay, et c'est ça qu'on voit. En fait, on voit un très fort polymorphisme. C'est toutes les mutations qui ont été introduites par la sélection, mais qui n'ont pas de conséquences pour la vie de la bactérie. Et celles qui sont associées à la résistance, on ne les voit pas ou très rarement parce qu'on n'est pas capable de les rattraper au bon moment où elle a émergé. C'est pour ça qu'on a probablement très peu de bactéries résistantes. Et que ces mutations, les peu de mutations qu'on trouve, elles sont contre-sélectionnées in vitro et in vivo. Et donc, si cette hypothèse est correcte, donc il y a un très fort coût biologique de ces mutations chez Helicobacter pylori, mais aussi c'est que des populations d'Helicobacter pylori qui n'ont jamais vu des antibiotiques ne devraient pas avoir ce polymorphisme. Et l'avantage d'Helicobacter pylori, au fait, c'est que c'est une espèce qui a suivi la migration humaine. Au fait, comme je disais, chaque souche est unique. Au fait, chaque individu qui a Helicobacter pylori a sa souche. Et on peut identifier, distinguer un individu d'un autre grâce à son Helicobacter pylori. Et donc ça a été utilisé comme moyen de suivre les grosses migrations humaines. Et au fait, avec les différentes populations humaines dans le monde, on a aussi les mêmes distributions d'Helicobacter pylori. C'est-à-dire que des populations africaines, les plus anciennes, par exemple les Bushman, ont des Helicobacter pylori très anciens, alors que des populations plus récentes, comme les européennes, elles sont différentes. Et donc on a pris cette caractéristique de Helicobacter pylori, d'avoir une très grande collection avec notre collaborateur en Allemagne de souches des différentes populations caractéristiques, de prendre des souches ancestrales des Bushman en Afrique, donc qui habitent dans le Kalahari, le désert de Kalahari, notre hypothèse c'est qu'ils sont très peu exposés aux antibiotiques et on ne verrait pas cette polymorphisme de la cible de la pénicilline. Et donc on a regardé dans ces souches africaines qu'on appelle Africa 2, et on s'est demandé quel est le degré de polymorphisme des PBP. Et donc ça, c'est les peu de mutations qui étaient associées à la résistance décrite. Et vous voyez qu'ici, quand on fait exactement la même étude de diversité des PBP, maintenant la PBP1 a très peu de polymorphisme, de diversité, comme la 2 et comme la 3 dans les Africa 2. Et quand on les compare aux souches portugaises, c'est frappant. Les souches portugaises sont beaucoup plus polymorphes que les souches africaines, qui confortent cette idée qu'effectivement, c'est la pression de sélection qui donne ce polymorphisme de la PBP1, qui est la cible de l'amoxicilline, mais qu'il y a un très fort coût biologique qui fait que ces souches disparaissent très rapidement. Okay, et pourquoi ? On s'est creusé, comme pour le méningocoque, pourquoi il y a un coût biologique ? On ne comprenait pas. Et si on revient à mon schéma de démarrage où on dit que le peptidogène, au fait, c'est intégré dans le métabolisme de la bactérie, on a essayé de comprendre
qu'est-ce qui pourrait être impacté dans le métabolisme du peptidogène et dans la physiologie de la bactérie qui pourrait expliquer ça. Et au fait, on a trouvé une seule réponse à ça, c'est qu'au fait, les souches de sensibilité réduite ou avec ces deux mutations sont très fortement impactées dans leur capacité à se mouvoir. Donc Helicobacter pylori, il vit dans le mucus de l'estomac, c'est un environnement visqueux, et pour survivre dans cet environnement visqueux, il a un système de moteur, qui est le flagelle, qui permet de se mouvoir dans cet environnement. Cette mobilité est essentielle à la bactérie pour survivre dans sa niche. Ce mucus est renouvelé constamment. Et donc, dès qu'il est détaché de la paroi de l'estomac, la bactérie se retrouve dans l'environnement acide de l'estomac, dans le lumen de l'estomac qui est à pH 0,5. La bactérie, même si elle vit dans l'estomac, elle n'aime pas l'acidité. Et donc, la première chose qu'elle essaye de faire, c'est de retrouver sa niche, c'est revenir dans le mucus proche de l'épithélium. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de la mobilité. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces mutations qui augmentent légèrement la résistance, diminuent un tout petit peu la sensibilité à l'amoxicilline, ont un très fort impact dans la capacité d'Helicobacter pylori à se mouvoir dans un environnement visqueux. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'au fait, probablement, ils sont délétères et éliminés par des souches sauvages, sensibles, parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces à coloniser cette niche et donc élimine toute niche possible disponible pour les souches de sensibilité réduite ou résistantes. Donc un autre exemple où en fait, la résistance aux antibiotiques peut avoir un impact dans le style de vie de la bactérie, mais qui est complètement différent, alors que c'est des mutations qui se ressemblent sont assez proches, les mécanismes de résistance existants. Finalement, les conséquences sont différentes, mais elles sont importantes pour le style de vie de la bactérie. Et donc, pour finir, je voudrais remercier mon équipe, et notamment, donc ça c'est l'équipe actuelle, les membres actuels de l'équipe, des membres anciens de l'équipe, et notamment une technicienne, Chantal Ecobichon, et Samia, une autre technicienne, qui ont le plus œuvré pour le travail que je viens de vous présenter. Et aussi, tout ça ne serait pas possible sans tous les collaborateurs. La science de nos jours, c'est un effort collectif et rarement un effort individuel, même s'il y en a de temps en temps encore. Et donc tous mes collaborateurs, que ce soit pour l'histoire sur le méningocoque avec l'unité d'Eniceria, l'équipe de Philippe Sansonetti et l'équipe de Dana Philpott, qui était encore à Pasteur à cette époque, et sur Helicobacter pylori, donc le groupe avec le Centre national de référence au Portugal, et l'équipe de Sébastien Sarbonne à Hanovre, et les financements, et vous pour votre attention. Et donc maintenant, on peut discuter. Merci. Merci beaucoup, Ivo. On a le temps pour quelques questions et éventuellement une discussion. En tout cas, nous, on a le temps. J'espère que vous avez quelques points à soulever. Je peux peut-être quand même commencer, si tu me le permets. Je trouve que l'histoire d'Helicobacter est très claire, au sens du coût de fitness. On a utilisé le mot fitness, même si ce n'est pas très joli, depuis le dernier cours. Là. Mais pour le méningocoque, finalement, j'ai encore un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Parce qu'au fond, ce n'est pas nécessairement une bonne idée d'être plus virulent, dans la mesure où on va induire une réponse immunitaire tellement violente qu'on va se faire éliminer. Donc, est-ce que c'est ça, quand même, autour de ça, que se situe l'avantage sélectif de rester sensible aux antibiotiques? Ou est-ce que c'est dans un vrai coup d'adaptation qui pourrait commencer même avant, c'est-à-dire au stade de colonisation, par exemple? Est-ce que ces souches, finalement, on ne les trouve pas parce qu'elles ne donnent pas de maladie, ou est-ce qu'on ne les trouve pas parce qu'elles sont incapables, finalement, de s'implanter chez un autre? C'est une très bonne question. Au fait, les souches de sensibilité réduite qui apparaissent, elles apparaissent essentiellement chez des souches invasives qui sont, en termes de colonisation et de portage, elles sont assez minoritaires. Ouais. Donc, au fait, c'est des souches qui, en général, ne sont pas invasives qu'on retrouve le plus souvent chez l'homme. C'est ces souches-là qui sont
de portage est rarement invasive, on commence à voir Des résistances. Pas tout à fait de résistance, mais plus élevés. Voilà. Et aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que, par exemple, on continue à travailler avec Mohamed Taha sur ce sujet-là, c'est qu'il y a des souches de méningocoques qui, à nouveau, sont en train de faire ce que le gonocoque y a fait il y a 20 000 ans, c'est qu'ils sont en train de changer à nouveau de niche. Et ils sont en train de coloniser à nouveau le tractus génital, dans ce cas, c'est des communautés gays. Ouais. Et dans ce cas-là, en fait, le méningocoque est en train de devenir un gonocoque et on voit la résistance apparaître comme chez le gonocoque. D'accord. Et donc je pense que c'est vraiment par rapport à la niche et la pression de sélection de la niche qui fait que soit il va devenir résistant ou pas. Parce que dans le gonocoque, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait, je me souviens quand j'avais commencé à travailler un peu sur la pathogénicité, il y avait des mutants de gonocoque hypersensibles à la pénicilline, qui étaient très invasifs et hyper virulents. Ouais. Et je pense que c'est exactement ça, c'est que le gonocoque, c'est exactement la même chose, c'est que quand il devient résistant, il devient moins virulent, mais du coup, il est plus capable et il est plus amène de coloniser sans être aperçu le tractus génital. Ouais, donc c'est un vrai équilibre colonisation-pathogénicité qui est affecté. Donc ça, c'est vraiment un aspect passionnant. Ce qui est dommage, c'est effectivement les limitations de modèle expérimental. Oui.